On est en 1984 face au musée océanographique de Monaco. Bâtiment magnifique vu sur la Méditerranée et ses herbiers de Posidonie, de véritables prairies sous-marines. Dans ce bâtiment centenaire, on peut venir observer la faune et la flore marine exotique comme cette algue Colepra taxifolia. L'une des particularités de cette algue, c'est qu'elle se propage par fragmentation. Un petit morceau de Colepra et hop, un nouvel individu. Un beau matin de l'année 1984, donc, un petit bout de cette algue se fait aspirer accidentellement dans le système de rejet des eaux de l'aquarium. Paf, direct en pleine mer. Et là, c'est le début de la fin pour les herbiers. L'algue se propage extrêmement vite, forme des tapis denses qui viennent empêcher la lumière de passer et étouffent les herbiers, bouleversant tout l'équilibre écologique. Les dégâts sont affolants à l'image des noms que donne la presse à l'invasion. L'algue tueuse, alien des mers, la peste verte. Les écologues aussi s'alertent devant le phénomène et on utilise pour la première fois le terme d'espèce invasive. Depuis, on multiplie les cas d'espèces exotiques envahissantes. Il y a le frelon asiatique, arrivé dans des cargaisons au début des années 2000 et qui attaque les abeilles. Mais il y a aussi le moustique tigre, vous le connaissez, il est arrivé par le commerce des pneus et c'est le vecteur de plein de maladies et il nous fait vivre un enfer dans ce studio justement. En fait, il faut bien comprendre que sans un paramètre fondamental, ces espèces invasives n'auraient jamais pu se retrouver dans ces écosystèmes inadaptés, ces écosystèmes qu'elles envahissent. Et ce petit paramètre, c'est nous. Sans la main de l'homme, jamais un frelon asiatique n'aurait traversé la planète jusqu'en Europe. Jamais cette algue tueuse n'aurait pu quitter son milieu d'origine pour coloniser la Méditerranée. Pour ces nouveaux biomes dans lesquels elle débarque, ce sont des véritables extraterrestres, des intrus, des ovnis. Parmi les espèces qui ont réussi à se cacher dans des affaires humaines, rares sont celles qui survivent au voyage, puis aux conditions du nouvel environnement. L'espèce dont on va parler aujourd'hui est elle aussi une espèce exotique. Elle fait partie de ces extraterrestres écosystémiques, de cette infime portion de survivantes dont l'invasion pourrait bien mettre en péril tout l'équilibre de la savane. Elle s'appelle la fourmi à grosse tête. Enchanté, je m'appelle Antoine, je fais des vidéos de vulgarisation scientifique sur cette chaîne YouTube. Sur la chaîne, j'ai 7 séries dans lesquelles je décrypte des articles scientifiques, mais j'ai aussi une série d'aventures qui s'appelle XP, et puis une série dans laquelle on raconte la vie des grandes figures de l'histoire des sciences qui s'appelle Les Géantes. Moi à côté, je fais aussi un doctorat en intelligence artificielle pour l'écologie animale au MIT, donc j'essaye de gérer cette chaîne et mon doctorat. Bon, revenons à nos moutons, je vous parlais de la fourmi à grosse tête. On dirait le titre d'un livre pour enfants, et cette espèce, à vrai dire, on ne sait pas trop comment elle est arrivée là, mais ça fait maintenant 20 ans qu'elle s'est installée dans la région, qu'elle fait son petit bout de chemin dans la savane kenyane. C'est en se penchant sur les implications de l'invasion de cette fourmi que des chercheurs ont mis en évidence son impact sur le roi de la savane. Aujourd'hui, on se plonge dans cet article paru dans Science et qu'on pourrait peut-être confondre avec une fable de La Fontaine. Cette guerre entre les fourmis et les lions, elle commence par une guerre entre fourmis, entre deux espèces de fourmis. Les fourmis à grosse tête donc contre les fourmis Crématogaster. Crématogaster, elle est connue pour son mutualisme avec les acacias. L'acacia sert d'abri à Crématogaster qui dort dans ses épines gonflées et en échange du gîte, les fourmis protègent les acacias des herbivores. Alors comment me direz-vous, on l'a entendu, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, non, c'est plutôt une guerre chimique. Quand un acacia est attaqué par un herbivore, les fourmis vont défendre leur habitat en mordant la girafe ou l'éléphant imprudent et surtout en lui balançant de l'acide formique. Paf, petit jet de lacrymo, morsure, il y a de quoi décourager la plupart des gourmands de s'attaquer à d'autres acacias. Bref, une belle symbiose entre une fourmi et un arbre. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée de la fourmi à grosse tête. Quand elle arrive dans l'acacia, elle défonce les fourmis qui sont déjà là, elle tue les adultes et mange les larves. Mais le truc, c'est que la fourmi à grosse tête, elle sait décimer une population, mais défendre un acacia, ça, elle n'a jamais appris à le faire. Alors, quand un éléphant de 4 tonnes pointe le bout de sa trompe, la fourmi de quelques milligrammes est bien embêtée. On assiste donc depuis quelques années à une guerre de gangs, une guerre de territoire entre deux espèces de fourmis. Et l'avantage semble être en faveur de la fourmi à grosse tête, celle qui est envahissante. Et alors les lions dans tout ça, à quel moment le roi de la savane se fait goumer par les fourmis? Parce que jusque-là on parlait de girafes et d'éléphants. Attendez, on y vient. L'espèce envahissante gagne environ 50 mètres de territoire chaque année. Le truc c'est que dans les zones où les acacias ne sont plus défendus par Crématogaster, les éléphants se régalent des acacias qui sont maintenant sans défense et augmentent la visibilité dans la savane. On voit simplement plus loin. Ça, c'est de la savane, un paysage inviolé par la fourmi à grosse tête avec le couvert végétal, on voit environ à 20 mètres. Et ici, on a globalement le même paysage, mais avec la présence de notre espèce envahissante, les fourmis à grosse tête ont doublé la visibilité, on voit beaucoup plus loin. Nous, on voit plus loin, mais les zèbres aussi, ils peuvent voir venir leurs prédateurs de 2 fois plus loin. Et c'est qui le prédateur du zèbre? Le lion.
Alors ouais, on en a des étapes entre notre fourmi et notre lion. Mais dans les faits, on a une armée de fourmis qui a mis une communauté de lions au régime. Donc dans ces zones envahies, la mortalité des zèbres a été divisée par 3. Finalement, les fourmis protègent les zèbres. Pourtant, et là, un gros plot twist, on n'observe pas de diminution dans la population des lions. Alors, on se demande bien pourquoi. On peut penser que les lions se regroupent dans des zones où les acacias sont préservés. Bon, c'est une hypothèse, mais les scientifiques ont aussi observé que les lions reportaient plutôt leur appétit sur les buffles. Donc l'invasion de fourmis diminuerait les populations de buffles. Et en fait, la guerre, elle est aussi entre les fourmis et les buffles. Ce paper, il est génial et je l'adore parce que cette étude révèle la complexité des interactions entre les organismes qui peuplent un écosystème. Avec cet exemple, en fait, on entre vraiment dans les mécanismes trophiques de la savane. Et ce qui est fou, c'est que là où dans le dernier épisode de cette série des mystères que vous regardez, on plongeait dans une technologie de pointe qui permettait de suivre l'ADN des populations animales, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu, ici on est vraiment sur un travail old school. Pas de nouvelles technologies, des chercheurs, des Land Rover et beaucoup de patience. 30 ans de recherche pour publier ce papier dans Science et montrer qu'il y a toujours plus à découvrir, que la réalité du vivant est entremêlée de complexité. Ces méthodes-là, elles sont un peu anciennes, mais elles fonctionnent bien, elles prennent juste énormément de temps. Mais aujourd'hui, pour suivre les écosystèmes, en fait, on a plein de données. Pour des éléphants, par exemple, on peut simplement les voir de l'espace avec des satellites et plein de photos qui ont été prises par des touristes, des associations. En fait, des données environnementales, il y en a plein. Et moi, dans mon labo, on développe de l'intelligence artificielle pour essayer d'extraire de la connaissance écologique de toutes ces données qui existent sur les écosystèmes. Mais ces méthodes-là, elles ont beau être un peu old school, ça fonctionne bien en fait, c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Et pour nous, c'est une méga inspiration dans les modèles qu'on développe pour essayer de faire aussi bien qu'eux, quoi. Regardez par exemple, si on se penche uniquement sur une des espèces dans cet écosystème, on savait que les acacias servaient à fixer de l'azote et augmenter la fertilité des sols. On savait aussi qu'ils servaient d'habitat aux fourmis et à de nombreuses autres espèces. On sait qu'ils servent de nourriture aux girafes ou aux éléphants, de ressources en bois pour les populations locales. On savait aussi qu'ils stockaient du carbone, que leurs racines permettaient une bonne infiltration de l'eau dans les nappes phréatiques et qu'ils nous rendaient plein d'autres services écosystémiques. Alors, avec l'arrivée de la fourmi à grosse tête, ce sont autant de fonctions qui ne sont plus remplies dans l'écosystème. Et même, cette étude a mis en évidence d'autres services écosystémiques. En l'occurrence, que les acacias servaient aussi aux lions pour jouer à cache-cache. Mais ce travail nous pose une nouvelle question. Maintenant que cet écosystème est perturbé par les activités humaines, est-ce qu'on n'y touche plus ou est-ce qu'on essaye de le réparer? À partir du moment où l'équilibre de cet écosystème qui s'est construit avec des millions d'années de coévolution entre de multiples espèces est bouleversé par l'introduction d'une nouvelle espèce qui serait pas là sans la main de l'homme, on fait quoi? On est d'accord, chaque situation est unique, mais l'invasion par un intrus, comme au Kenya avec la fourmi à grosse tête, c'est loin d'être un cas isolé. En Australie, par exemple, notre fourmi a des poils et de longues oreilles. Ouais, c'est un lapin quoi. Il est introduit par les colons européens en Australie et dès son arrivée est entré en compétition avec les wombats et là s'engage un combat un peu déséquilibré. Un wombat, ça galère à élever un petit tous les 2 ans. À côté de lui, une lapine peut donner naissance à 25 lapinots tous les ans. Trop chou, certes, mais relou. Des quelques lapins au départ, ils sont rapidement des millions à se balader en Australie. Ils mangent toute la nourriture des wombats et enlèvent tout le couvert végétal des sols, favorisant leur érosion. La fourmi, le lapin, la jussie, l'écrevisse et j'en passe. Dans un papier paru dans Nature en 2021, une équipe française a estimé que les espèces envahissantes ont coûté au minimum 1288 milliards de dollars entre 1970 et 2017. On est d'accord, c'est un peu une drôle d'idée de compter combien ça coûte, mais on comprend bien que l'arrivée d'une espèce envahissante, c'est l'un des coûts les plus violents que peut prendre un écosystème. Et ces coûts ne font que augmenter, c'est exponentiel. Alors pour préserver les écosystèmes, on a pris des mesures, on a mis en place différentes stratégies de conservation. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve face à nos bêtises? Quand on réalise qu'après notre action, il se passe des trucs pas ouf. On tente des trucs, différents moyens, différentes époques. Pour la conservation, il y a plein d'écoles et on l'a vu avec ce papier, c'est super compliqué, pour ne pas dire impossible, d'appréhender toute la complexité d'un écosystème. Quand il s'agit de mettre nos grosses mains humaines dans les mécaniques du vivant, difficile de savoir qu'est-ce qui est juste. Aldo Leopold, un écologue américain, disait il y a plus d'un siècle, une chose est juste lorsqu'elle tend à respecter l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. Alors, comment est-ce qu'on respecte cette intégrité biotique?
et quelles sont les choses justes. Certains sont partisans de « Ok, on a un peu fait de l'AD, on touche plus à rien ». C'est une grande idée popularisée par le biologiste américain Edward Osborne Wilson, surnommé l'héritier de Darwin. Il est à l'origine de la notion de biodiversité, de la sociobiologie, et il a écrit le livre Half Earth dans lequel il propose une idée pour protéger la biodiversité. Pour lui, c'est simple, il faut que la moitié des terres émergées et des océans soient strictement protégées de l'exploitation humaine. Il base son approche sur plusieurs études qui lui permettent d'affirmer qu'une telle mesure permettrait de sauvegarder 85% des espèces. Alors, si la publication a eu un impact significatif dans le milieu universitaire comme auprès du grand public, certains le voient comme une utopie écologique, disent que l'empreinte de l'homme est trop marquée pour qu'il disparaisse de la moitié de la Terre. D'autres avancent que 50% ne suffirait même pas. Quoi qu'il en soit, le bouquin de Wilson a permis d'engager le débat autour de la conservation. Mais on n'a évidemment pas attendu 2016 pour faire de la conservation. En fait, ça a commencé en 1872 aux États-Unis, au Yellowstone, la première aire protégée au monde. En 1948 est créée une agence de l'ONU, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est à partir de ce moment-là qu'on standardise les critères de création et de gestion des aires protégées avec une classification des réserves en 6 catégories qui vont de la protection stricte, aucune activité humaine n'est tolérée, à une protection permettant une exploitation durable des ressources humaines. Donc ça, c'est des stratégies où on ne touche pas, on ne s'aventure pas et donc on ne dégrade pas. Mais le truc, c'est que quand on a déjà touché, quand on a introduit une espèce de fourmi qui menace des lions par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça peut être très long pour un écosystème de retrouver sa stabilité. On parle d'échelle de temps qui dépasse la vie humaine. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le biologiste Francis Halley qui a pour projet de recréer une forêt primaire en Europe. Une forêt a besoin d'environ 1 millénaire pour redevenir primaire et retrouver le sommet de la biodiversité. Eh bien, le truc, c'est que dans certains cas, on peut intervenir pour endiguer ou essayer de stabiliser l'écosystème. Parmi ces stratégies, la plus connue est sans doute la réintroduction. On réintroduit des espèces dans des zones où elles ont disparu quand les conditions sont à nouveau favorables. Si on se repenche sur le Yellowstone, la première zone protégée, le loup avait disparu de la zone, chassé par l'homme. Alors, en 1995, on relâche dans le parc une quarantaine de loups, et 30 ans plus tard, les effets bénéfiques du retour de loup ne se comptent plus. Le loup a régulé les populations de wapitis qui, sans leurs prédateurs, pullulaient et érodaient les sols en broutant, un peu comme les lapinous d'Australie dont on parlait plus tôt. Avec moins de wapitis, plus de nourriture pour les autres herbivores, comme le castor, qui peut reprendre son job d'ingénieur et entretenir les zones humides et tout plein d'autres effets en cascade. Bon, le loup du Yellowstone, c'est vraiment l'exemple star du rewilding. Mais ça se passe pas toujours aussi bien. Il y a aussi le cas tragique de la réserve d'Oostvaarderplassen aux Pays-Bas. Une réserve de 6000 hectares anciennement peuplée de chevaux sauvages. Alors on se dit qu'on va les remplacer par de proches cousins, des chevaux coniques. Donc hop, on les réintroduit dans les années 80. Petit bémol, pas de prédateurs. La réserve est trop petite pour accueillir des loups. Alors ils se multiplient, ils font baisser la flore par leur nombre. Et en 2017, un hiver bien vénère, peu de nourriture, et 3000 d'entre eux meurent de faim. Alors là, c'est vraiment un scandale national et dans ce cas, le réensauvagement aura été un échec. Ça montre bien à quel point il est difficile de cerner toute la complexité d'un écosystème. D'ailleurs, plutôt que de protéger des espaces, on peut aussi protéger des espèces. Et la protection d'espèces, ce serait ce qui marche le mieux. Parce que pour la conservation, on peut le quantifier. En tout cas, c'est ce qu'a essayé de faire une giga méta-analyse. Cette méta-analyse rassemble presque toute la littérature récente sur les sciences de la conservation. 13 000 articles pour se pencher sur les solutions proposées et leur efficacité. À peu près 1000 articles se penchent sur la proposition de stratégie de conservation et l'efficacité de ces mesures quand elles ont été prises. Et en gros, la protection d'espèces semble être la plus efficace. Mais à nouveau, on protège qui et pourquoi ? Si on se penche sur les espèces protégées, on se rend compte qu'on a quand même tendance à protéger nos petits préférés, les gros animaux et surtout les mammifères. Prenez la première version du Endangered Species Act. C'est la première fois que la loi américaine décide de protéger des espèces animales et végétales. On a 78 espèces protégées, 36 oiseaux, 22 poissons, 14 mammifères, 6 reptiles, 6 amphibiens et c'est tout d'eau. Aucune plante, aucun insecte. Et sur les 13 000 articles de la méta-analyse précédente, il n'y a qu'une dizaine qui se penchent sur les insectes et les arachnides. Et ce biais vers les espèces qu'on aime bien, les vertébrés, ce qu'on appelle les espèces charismatiques, il concerne toutes les disciplines.
Perso, j'ai plus de sympathie pour un panda que pour une drosophile. Mais en fait, ce focus sur ces grosses espèces, ça peut s'avérer plus efficace que ce que l'on pourrait penser. En fait, on parle d'espèces parapluies. Ce sont des espèces avec une vaste aire de répartition, souvent des grands prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire. En fait, ce sont des bons indicateurs de la bonne santé de tout l'écosystème. Pour exister et aller bien, il faut que tout le reste de la chaîne alimentaire aille bien aussi. Bon, sinon, dans un autre registre, une autre stratégie, elle se passe dans ce bâtiment. À l'intérieur de ce bunker, au milieu des Svalbard, le salut de la flore mondiale. C'est une banque de graines, un échantillon de toutes les graines, de toutes les plantes qui existent sur Terre. Mais bon, c'est certes rassurant, mais c'est une façon de conserver qui est statique, bien loin des écosystèmes et de leur constante mutation. Dans l'état sauvage réside la préservation du monde, nous disait le philosophe et naturaliste américain Henry David Thoreau. Bon, voilà, je sais qu'on a un peu digressé. À la base, on parlait d'un article sur les fourmis, mais en se penchant sur comment une guerre invisible entre deux espèces de fourmis peut redessiner notre paysage, changer les comportements des herbivores et aller jusqu'à déranger le roi de la savane, on peut se poser une question fondamentale. Que faire face aux perturbations dont nous sommes à l'origine? Restaurer? Laisser les écosystèmes s'adapter? Lutter contre les espèces invasives? Chaque situation aura sa propre réponse. Mais ce papier et cette histoire nous rappellent qu'au sein de la richesse de chaque écosystème, chaque espèce compte. Moi, ça me passionne et c'est pour ça que je décide d'attaquer mon doctorat sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et je sais pas trop qui ça peut intéresser, mais en ce moment, je suis en train d'écrire une conférence sur les limites planétaires. Donc si vous avez besoin d'un conférencier quelque part, vous pouvez penser à moi. Je remercie à nouveau CyberGhost VPN de sponsoriser la vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas d'aller regarder le lien dans la description.